Voilà. Hop. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, Très bien. Donc bonjour tout le monde. Une petite introduction à cette conférence pour vous remettre un peu en contexte. Du 14 au 16 mars, au 16 mars dernier, à Prague, s'est tenue la conférence internationale HDO, donc Huntington Disease Youth Organization, et qui était à destination des jeunes adultes, donc entre 18 et 35 ans, porteurs, aidants, malades, membres de famille concernés, etc. Et ce genre de conférence a lieu une fois tous les 2 ans en anglais sur 2, 3 jours avec des interventions diverses sur la recherche, la communication, l'engagement, la vie quotidienne, etc. Et on s'est dit que c'était intéressant d'en faire un résumé en Zoom et en français pour plusieurs raisons, parce que déjà il y a la question de la langue, la question de la géographie, il faut quand même aller jusqu'à Prague, et c'est une conférence qui dure quand même 3 jours. Donc le but de cet échange-là, c'est d'en faire un résumé et également de vous mettre un peu quand même l'eau à la bouche pour vous rendre dans ce genre d'événements, parce que c'est des moments d'échange, de rencontres, et où il y a quand même pas mal d'informations qui circulent. Donc comment on va s'y prendre? Pendant l'heure, il va y avoir plusieurs interventions, donc de Inès, Hubert et Olivier. Olivier va présenter l'association HDO. Inès, elle présentera les différentes sessions qui se sont déroulées. Hubert, il va vous parler plus de la partie recherche. On aura également la chance d'avoir un témoignage d'un jeune, Nick, qui était à cette conférence. Et on finira par parler de l'EHA. Donc l'EHA qui est, enfin ça fait beaucoup d'acronymes, mais l'EHA c'est l'asso européenne de Huntington. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de règles dans cette, enfin de règles. Voilà, vont se suivre ces différentes interventions et à la fin on aura un petit temps de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, vous pourrez prendre la parole directement sur Zoom ou l'écrire dans le chat et on répondra à la fin, comme ça on va pouvoir euh, voilà, délimiter les différents temps assez facilement. Donc voilà, si Olivier, tu veux commencer avec la présentation de HDO. oui, merci Charline. Et donc, d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Olivier, je travaille à la Ligue Huntington francophone belge maintenant depuis plus de 7 ans. J'ai déjà eu l'occasion de participer donc au congrès HDYO, celui à Glasgow en 2023 et celui donc plus récemment ici à Prague qui s'est déroulé au mois de mars. Et je vais partager ma présentation maintenant avec vous. C'est pas celle-là, celle-là. Donc, on va parler un peu de ce qu'est HDYO, d'où ça vient, d'où vient cette organisation. Donc on voit qu'elle est principalement axée sur les jeunes. Donc, c'est pas destiné nécessairement aux grands-parents ou aux parents, même si ça peut être intéressant pour eux de consulter les informations qui sont proposées sur les sites. On voit qu'il s'adresse principalement à trois groupes de personnes qui sont les enfants de 10 à 13 ans, les adolescents de 14 à 17 ans et ensuite les jeunes adultes de 18 à 35 ans. Il faut savoir que pour participer au congrès, évidemment, ça s'adresse plus généralement aux 18-35 ans, mais ils sont larges, donc ça peut aller jusqu'à la quarantaine, on va dire. Et donc, quand on dit que ça s'adresse aux jeunes impactés, c'est qui sont à risque de MH, donc qui n'ont pas encore fait le test, ou qui sont testés positifs, négatifs, ou alors qui sont dans le cas où ils sont aidants proches dans la famille, ou alors ils ont des connaissances dans la famille qui sont touchés également. On voit que l'accompagnement qui est prévu par HDO, c'est un accompagnement qui peut déjà commencer relativement tôt, donc dès que les enfants ont la dizaine, avec donc de nouveau ici des ressources qui sont appropriées en fonction de l'âge. Et donc au fur et à mesure que les personnes prennent de l'âge, on s'adresse différemment à eux, donc notamment les congrès qui sont destinés aux 18-35 ans. Alors ici, c'est un petit historique pour dire que HDO, ben, en fait, ça existe maintenant depuis un peu plus de 12 ans seulement. Avant, il n'y avait pas réellement de ressources destinées pour la communauté Huntington au jeune public. Ça a été lancé par quelqu'un qui s'appelle Matthew Ellison, Matt Ellison. En fait, lui, quand il avait 7 ans, on a diagnostiqué son papa de la maladie.
et il comprenait pas trop ce qui arrivait. Et puis après, quand il a eu une douzaine d'années, il a commencé à prendre le rôle d'aidant proche avec sa maman. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a eu un gros impact sur lui. Il a eu une éducation difficile, il a fugué. Et puis, quand son papa est décédé, quand il avait le début de la vingtaine d'années, il s'est dit, mais en fait, mes parents, ils ont eu énormément d'aide pendant toutes ces périodes-là. Ils ont eu des aides psychologiques, ils ont vu des neurologues, des ergothérapeutes. Mais moi, j'avais rien, il n'y avait rien qui était prévu pour moi. Et donc, il s'est dit, ben voilà, moi, je suis déjà dans une association, je vais lancer quelque chose qui est destiné aux jeunes. Et donc, avec des bénévoles, il a lancé HDO. Il a lancé ça principalement au Royaume-Uni et aux USA. Et on voit donc qu'au fur et à mesure des années, ça a pris de l'ampleur avec l'embauche d'employés. Et puis après, ils ont commencé à faire des camps avec des jeunes aux États-Unis. Et puis, il y a eu des camps aussi en Europe. Puis, c'est même franchi les océans en allant en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et ils ont même lancé des programmes de registre pour que des jeunes puissent en fait suivre, s'intègrent vraiment dans un registre pour s'enregistrer et donc fournir des données sur leur état de santé. Et en 2023, il y a eu le congrès inaugural à Glasgow. C'était donc la première fois que HDYO proposait ce type de congrès. D'où proviennent les sources de financement d'HDYO. On vient à la base, c'était principalement issu d'associations. Ensuite, ils ont des partenaires privés, souvent qui proviennent du pharma, et puis des dons aussi des familles qui sont concernées. Donc Matthew Ellison ici, dont je vous parlais, qui est vraiment le fondateur du projet, qui est là depuis maintenant plus d'une douzaine d'années. Et la personne qu'on voit très régulièrement sur les congrès et qui est très active, c'est Jenna Heilman, donc, qui est la directrice exécutive au siège social qui est situé aux États-Unis. On voit que sans les bénévoles, le HDYO, ça ne peut pas exister, parce qu'effectivement, il y a que deux employés, donc ça comprend des membres effectifs du CA, les équipes de traduction, les gens qui s'occupent de la presse, des médias sociaux, et aussi toutes les personnes qui aident pendant les camps, les modérateurs sur les forums. Donc, c'est toute une équipe qu'il faut manager en permanence. Pour revenir donc à Matt Ellison, il déplorait surtout quand lui a fait ses recherches sur la maladie d'Huntington vers 2010, qui avait vraiment dans le début des années 2000, qui n'avait pas de ressources appropriées aux jeunes. Et donc la première chose qu'ils ont mise en place, c'est un site internet. Et donc avec des sections dédiées chaque fois pour les adolescents, les jeunes adultes, les parents, les familles et les jeunes enfants aussi. Donc pour avoir chaque fois un langage approprié et vulgarisé aussi pour chaque type. Euh, oui, je vois ici que c'est indiqué aussi, tout est en licence libre, ça veut dire que tout le contenu qui est repris sur le site de DYO peut être réutilisé sur d'autres sites aussi. Parmi les ressources qui sont proposées, outre le site Internet, il y a le canal YouTube où il y a plus de 100 vidéos. Vous pouvez notamment consulter toutes les vidéos qui ont été faites, captées lors du congrès à Prague. Donc, toutes ces vidéos-là peuvent être vues maintenant. Et en plus, donc, dans YouTube, il y a le sous-titrage automatique en français. Donc, vous pouvez regarder toutes ces vidéos-là avec le sous-titrage en français. Donc, c'est des vidéos de témoignages de personnes à risque, de personnes testées positives. Il y a aussi beaucoup de sessions qui traitent des avancées scientifiques. Donc, ça vaut vraiment la peine de jeter un œil sur le canal YouTube. On propose aussi des parties de sites qui sont plutôt destinées aux enfants, plutôt ludiques. Euh, et donc aux États-Unis, ça c'est plutôt spécifique aux États-Unis, ils ont vraiment aussi un service qui est dédié à la jeunesse, donc où on peut les contacter, ils fournissent directement du soutien et ils peuvent aussi envoyer des ressources, donc des brochures, de la documentation. Il n'y a pas vraiment ça ici en Europe continentale, ils ont un peu ça aussi au Royaume-Uni. Donc on voit ça, c'est un peu tout ce qui est proposé par HDYO, donc le soutien individualisé, comme j'en parlais, donc avec
tout ce qui est des case managers, donc des personnes qui peuvent recevoir les appels des jeunes par téléphone, en visio, via les réseaux sociaux, des forums, les congrès dont on parle, donc ici avec le congrès à Glasgow et puis le congrès dernièrement à Prague, et les camps aussi. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas eu dernièrement en Europe. Je pense qu'à Prague, Jenna, la directrice, a parlé du fait qu'ils allaient peut-être de nouveau en proposer en Europe ces prochaines années. Je vois qu'Inès acquiesce, donc elle a entendu la même chose que moi, ce qui serait pas mal. Voilà, j'en ai terminé pour HDYO. Je ne sais pas comment on procède avec les questions, si on enchaîne ou si... Peut-être on enchaîne sur la suite et puis on fera un temps d'échange à la fin. Ok, parfait. Bah Inès, vas-y pour la présentation de ton expérience et des sessions. C'est ça, bah moi je vais vous parler de mon expérience pendant ce congrès et bah, avant ça je vais me présenter. Donc moi je suis Inès, je suis concernée par la maladie via mon père qui était atteint, qui est décédé en 2018. Moi pour ma part je suis testée négative et je suis engagée dans l'association Huntington France et également l'association européenne depuis 2 ans maintenant. Et je fais partie du conseil d'administration de l'association Huntington France depuis 1 an. Et donc, j'ai commencé à participer à des congrès internationaux depuis l'année dernière. Le premier, c'était EHDN à Strasbourg en septembre dernier, où là, c'était très axé sur les aspects scientifiques. Donc, c'était ma première expérience de congrès international. Et la deuxième, bah, c'était à Prague, HDO à Prague. Et bah, en parallèle, bien sûr, je participe, et même avant d'être engagée dans les associations, je participais aux conférences qui se passaient en France et à la journée nationale aussi française. Euh, pour vous donner un peu le contexte, en fait, bah, pendant 3 jours à Prague, c'est dans une salle de congrès, enfin un endroit voilà, où il y a plein de salles, c'est assez grand, donc ça peut être un peu impressionnant. Puis il y a beaucoup de monde, en fait, il y avait plus de 300 participants. Enfin, ce qui m'a impressionné, c'était qu'ils venaient du monde entier. Donc, il y avait évidemment pas mal d'Européens, donc à la fois bah, des Belges comme Olivier, des Norvégiens, Portugais, Espagnols, Italiens, mais aussi bah, pas mal de monde des États-Unis et du Canada. Du Royaume-Uni, évidemment aussi. Hein. Donc, comme le disait Olivier, HDO est bien implanté au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Donc, c'est assez normal qu'il y ait tout ce monde-là. Euh, Pas mal d'Amérique latine aussi. Donc, Pérou, Colombie, Venezuela, ils étaient présents. Et aussi, encore plus surprenant, de Nouvelle-Zélande. Voilà, les gens ont fait le voyage de Nouvelle-Zélande ou du Pakistan ou encore de l'Iran. Donc, ça, c'était vraiment impressionnant de voir à quel point c'était international. Et puis, c'était une ambiance unique parce que bah, là, on est sur une population bah, plus jeune que les congrès ou les événements auxquels moi j'avais l'habitude d'aller qui concernaient Huntington. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que malgré les différences culturelles et les différences de langue aussi, parce qu'en fait, bah, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais, donc avec les accents, etc., finalement, on voyait que tout le monde était uni et unis par le fait d'être tous concernés par la même maladie, dépendamment de notre statut, de près ou de loin. Mais en tout cas, c'était vraiment cette union qui faisait chaud au cœur. Et puis après, en termes de format sur place, il y avait à la fois des conférences plénières, donc souvent sur les sujets scientifiques ou un peu d'inspiration. Il y avait aussi des ateliers plus concrets sur des sujets plus sociaux, comment accompagner, comment vivre avec la maladie ou avec un parent qui est malade. Et il y avait des sessions de témoignages, je vais vous en reparler. Et il y avait même une psy donc une psychologue qui était à disposition. On pouvait sur une application prendre rendez-vous avec elle ou juste aller toquer à la porte pour échanger avec elle. Et donc ça, je trouvais ça super intéressant d'avoir eu cette initiative-là. En ce qui concerne ce que j'ai appris sur place, il y a différents éléments. Donc, les témoignages, j'ai trouvé ça vraiment très fort parce que donc, on est dans une petite salle et il y avait plusieurs personnes qui étaient assises face à nous et qui racontaient leur histoire. Alors, soit c'était par rapport au test, je fais le test, je ne le fais pas, voilà, comment je me positionne par rapport à ça, et ou bien par rapport à son statut.
j'ai fait le test, je suis positive, je suis négative, comment je vis les choses et comment je vis avec ça. Et c'était très émouvant, évidemment, et aussi très enrichissant parce que, en fait, on se sent moins seul, je trouve. On voit qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes choses que nous, on se comprend. Et puis aussi, on comprend des choses qu'on comprenait peut-être pas avant. Donc, bah, par exemple, pour ceux qui ne veulent pas se faire tester, ou le contraire, ceux qui veulent absolument se faire tester, qui comprennent pas ceux qui ne veulent pas. Voilà, c'est intéressant d'entendre leur point de vue et ça permet de s'ouvrir un petit peu à d'autres avis aussi, les grands sujets autour de avoir des enfants ou non. Donc, c'est tous ces sujets qui sont très importants pour des personnes à risque ou des jeunes qui sont porteurs. Ça, c'était vraiment les moments, je pense qui ont été les plus forts pour moi. Et après, en termes d'apprentissage en tant que tel, moi, ce que j'ai retenu, c'est un grand message autour de briser le silence. Donc, briser le silence, c'est oser parler. Parce que c'est vrai qu'avec cette maladie, souvent, il y a un tabou qui se met en place, il y a un silence, on n'ose pas. Et en fait, le message qui était passé, c'était plutôt de se dire, bah, de partager son expérience, de s'ouvrir aux autres. Ça permet justement d'aller bah, chercher du lien, mais aussi de valoriser, nous, notre expertise de la maladie, parce que finalement, ça reste une maladie rare. Nous, on sait ce que c'est que de vivre avec la maladie ou d'être aidant, donc on le sait. Et on a ce devoir quelque part, on est acteur d'un changement pour bah, finalement informer les gens autour de nous, la société, parce qu'il y a aussi des sujets qui concernent aussi d'autres maladies, comme tous les sujets autour de la fin de vie ou autres. Et voilà, on a notre rôle à jouer dans ces sujets sociétaux. C'est aussi le personnel médical, parce qu'en fait, on part du principe que un médecin, quelqu'un qui est dans le domaine médical, sait forcément ce qu'est Huntington et saura nous parler, mais en fait, non, je pense que beaucoup d'entre vous pourront me le confirmer. Donc, en fait, c'est intéressant de voir les choses dans un autre angle et de se dire, bah, en fait, c'est notre rôle finalement, d'aller informer ces gens-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ressources qui existent et que peuvent vous fournir aussi, je fais une petite parenthèse, les associations, que ce soit en France ou en Belgique, qui peuvent vous fournir des ressources que vous pouvez transmettre aux personnels médicaux pour les éduquer là-dessus. Tout ce qui est autour aussi de participer aux études, mais ça, je pense que Hubert, tu en reparleras, et de s'impliquer en fait finalement dans la sensibilisation. Donc ça, c'est un message fort que j'ai retenu. Et l'autre élément qui m'a beaucoup intéressée, donc on parle effectivement, là, c'est vraiment les jeunes qui sont concernés, mais il y avait quand même une conférence et je vous la conseille vraiment, c'est comment parler aux enfants et aux adolescents de la maladie de Huntington. Et là, moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que moi-même, c'est un sujet voilà, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, il y avait des recommandations comme toujours dire la vérité en adaptant bien sûr le discours ou rassurer sur le fait qu'on aime nos enfants, nos ados. Et accepter l'inquiétude aussi de ces enfants. Et donc, c'est un docteur, en fait, qui a mené cette conférence, qui a aussi écrit un livre et donc, ça peut beaucoup aider la communauté Huntington pour communiquer avec les enfants et les adolescents. Euh, et il y a des éléments aussi sur comment faire la différence. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire bah, comment nous, jeunes générations, on va faire la différence. Bah, c'est participer aux études, que ce soit des études observationnelles ou aux essais cliniques. C'est sensibiliser et éduquer. Donc là, je viens de le dire par rapport à, voilà, que ce soit le domaine médical ou autre. Et c'est savoir s'entourer aussi. Il y avait vraiment beaucoup d'éléments aussi autour de comment bien s'entourer pour mieux vivre cette situation qui est difficile. Et c'est de se dire, bah, quelles que soient les décisions que je vais prendre, j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui vont me soutenir et non pas me donner leur avis, en gros. Donc, pour conclure sur mon expérience, elle était vraiment très riche. J'en suis revenue, enfin, j'ai beaucoup apprécié ces 3 jours. Alors, évidemment, il y a un peu de fatigue émotionnelle, mais en fait, on en ressort vraiment fort en se disant, bah, je suis pas seule. Et puis, j'ai envie encore plus de faire des choses autour du milieu associatif, en tout cas pour ma part. C'était riche en enseignements, en émotions, et puis de sentir faire partie d'une communauté, d'avoir de la solidarité qui se met en place. Et de l'espoir en fait, parce que sur les aspects de recherche scientifique,
que c'était intéressant de voir à quel point il y a beaucoup de choses qui avancent et il y a beaucoup d'espoir. Donc, nous, aujourd'hui, en tant qu'association, on est en train aussi de voir dans quelle mesure on peut aider des Français ou des francophones à venir à ce genre de congrès parce qu'on trouve que c'est vraiment pour les jeunes, ça a beaucoup de sens et beaucoup de valeur. Donc voilà pour moi. Super, merci beaucoup. Euh, Hubert, si tu veux passer à la partie recherche, est-ce qu'il s'est dit sur la recherche? La parole est à Ouais, toi. est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Du coup, je me présente, je m'appelle Hubert Aviola. Ma famille est aussi impactée par la maladie Huntington. Mon père est malade et moi, je suis testé négatif et je suis un membre de l'association Huntington depuis oui, une petite dizaine d'années avec des périodes d'absence aussi dues à des obligations professionnelles. Et voilà, je suis allé avec Ignace au congrès HDO. Et moi, de par mon éducation, donc j'ai une formation scientifique. Du coup, aujourd'hui, je serais vraiment content de vous donner plus d'informations, des nouvelles. Malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau qui a été donné lors du congrès HDO comparé à ce qui avait été présenté l'année dernière au mois de septembre à Strasbourg. Vraiment, il n'y a pas eu de nouvelles et de grosses différences. Du coup, de ce fait-là, j'ai préféré aujourd'hui vous parler de comment se pense ce genre de congrès, surtout celui-là qui est très orienté pour les jeunes, qui est très différent de ce qui a été fait pour le congrès à Strasbourg, où là, c'était vraiment pour les professionnels. Du coup, je vais faire une présentation. Est-ce que vous pourriez me confirmer bien mon écran? Oui. Voilà. Et pour commencer aussi, je voulais faire une déclaration de conflit d'intérêts. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai une formation scientifique et je travaille dans une entreprise pharmaceutique. Mais voilà, mon entreprise pharmaceutique n'a absolument pas participé à l'élaboration de cette présentation et n'est pas du tout impliquée dans cette activité que je fais qui est personnelle. Du coup, en fait, plutôt que de parler de nouvelles données scientifiques qui n'ont vraiment pas grand-chose de nouveau comparé au mois de septembre à Strasbourg, je préfère parler de 4 points différents. C'est le type de conférences scientifiques qui ont été faites durant cette conférence. Donc, une des premières, c'était sur la terminologie scientifique et c'était organisé par HDBuzz, par le docteur Rachel Harding qui vient de l'Université de Toronto. Du coup, cette présentation visait vraiment à décrire, à détailler vraiment les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans la maladie Huntington. Là, on n'était pas en train de parler des symptômes tels les tremblements, cognition psychiatrique. Là, c'était vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque cellule. Et vraiment, ça a été très, 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 très profond dans les détails. Ça a été une tentative de vulgariser la science, et je parle de tentative parce que je vous avoue que même moi, avec mon background scientifique, j'ai réussi à suivre, mais j'ai trouvé que le niveau était assez relevé. Et en plus, c'était assez long. C'était une présentation de 40 minutes qui est vraiment, même moi, dans mon milieu professionnel, c'est le maximum, et à la fin, on est rincé. Et du coup, c'était un type de format assez traditionnel. Donc, on a une estrade avec un pupitre où les gens viennent parler. Et donc, on a cet énorme écran géant où on peut défiler des diapositives. Néanmoins, c'était quand même très intéressant d'avoir tout ce récapitulatif. Et là, vous pouvez voir, par exemple, sur la diapositive, certains mots sont entourés en jaune. Et en fait, c'est tous des mots un petit peu compliqués. Et tous ces mots-là, on peut les retrouver sur le site de HDBuzz et ils ont une définition en anglais et pour la grosse majorité aussi en français. Du coup, ça, c'était assez ludique de voir que quand on a des difficultés sur certains mots, on sait qu'on peut les retrouver un peu plus loin. Et après, c'était assez longue présentation. Il y a eu un jeu assez sympa, le Jeopardy. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est aux États-Unis, c'est un jeu télévisé où en fait, plutôt que de poser des questions, on va donner plutôt des réponses et les participants doivent répondre en posant une question. Donc, si par exemple, je dis, c'est le lac qui est situé à proximité de Chicago, les participants doivent répondre, qu'est-ce que le lac Michigan? Donc, c'était assez sympa où tout le monde participait et ça fusait dans tous les sens. C'était vraiment une ambiance
très différent de ce qu'on peut trouver dans des conférences scientifiques professionnelles. Et du coup, en fait, il y avait différentes salles, comme l'a expliqué Inès. Du coup, il y avait cette très grande salle où il y avait les sessions plénières. Et comme vous pouvez voir, on avait des tables rondes, ce qui est vraiment un format très particulier parce que d'habitude, on est tous assis face à l'écran. Et du coup, entre les sessions, ils faisaient souvent des petits jeux. Là, par exemple, on nous demandait de regarder la personne qui était de l'autre côté de la table et puis, on commençait à discuter, on avait des questions à leur poser, et comme ça, on commençait à connaître un peu tous les gens autour de la table. C'est vraiment quelque chose qui, normalement, dans des conférences scientifiques, se font pas du tout. Du coup, c'était vraiment très sympathique. Un autre type de conférence qu'il y avait, donc là, c'était, je vais parler sur les biomarqueurs digitaux, qui a été faite par Roche. Donc, encore une fois, c'était un format traditionnel avec l'estrade, monsieur avec le micro, donc là, c'était le docteur Jonas Dorn, et puis l'écran géant avec la présentation. Le docteur Dorn, c'est vraiment quelqu'un que j'ai très, très, très apprécié. Je l'avais encore jamais croisé, mais il a vraiment cette petite étincelle c'est dans les yeux. On sent vraiment que c'est un geek de la science. Il adore ça. Il est vraiment passionné par ça et vraiment, il est dédié à fond là-dedans. C'était vraiment un plaisir de parler avec lui. D'autant plus qu'il a réussi le tour de force d'arriver à vraiment vulgariser. Du coup, il n'y a pas que des ratés. Vraiment, je sais que c'est quelque chose qui est très difficile, mais là, vraiment, l'ensemble, la grosse majorité des présentations étaient vraiment extrêmement bien vulgarisées, très facile à suivre. C'est notamment un peu plus facile parce que là, c'est un format un peu plus normal, qui durait qu'une vingtaine de minutes. Donc, au bout de 20 minutes, quand on commence déjà là un peu à fatiguer, ah ben, ça y est, c'est fini. Et tout de suite s'enchaîner avec une séance de questions-réponses avec le public, où il y avait des gens qui faisaient circuler un micro et on pouvait leur poser des questions directement. Et en plus de ça, on pouvait même les approcher après la conférence. Je vais revenir un peu sur ça, mais c'est quelque chose aussi qui est pas très commun, cette accessibilité des scientifiques pour le public. Et du coup, comme je l'ai expliqué, il y avait cette grande salle pour les sessions plénières, mais en parallèle, il y avait aussi des toutes petites salles où, en même temps, dans différentes salles, il y avait plusieurs sessions en parallèle. Du coup, là, c'est une photo de la salle où c'était la présentation de Roche. Là, on peut voir aussi Olivier qui était très assidu dans la présentation. Et un autre format de présentation qu'il y avait scientifique, c'était un format conversationnel. C'était quelque chose que je vois pas très souvent. Là, c'était avec la compagnie Unicure, donc c'était un peu le format table ronde. Du coup, il y avait deux modératrices situées ici au milieu, et de chaque côté, il y avait deux invités de la compagnie Unicure, et donc qui répondaient à leurs questions. En fait, les modératrices lançaient des sujets de conversation, et les invités essayaient de rebondir dessus et poursuivaient. Et là, ça donnait quelque chose de plutôt dynamique qui était assez intéressant en comparaison d'une présentation traditionnelle avec les diapositives. Là, on savait où ça commençait, on savait pas trop où ça pouvait partir et il y avait des informations assez intéressantes. Euh, du fait aussi parce que là, c'était dirigé par, il y avait donc deux personnes non scientifiques, une modératrice et un invité, et il y avait deux scientifiques, une modératrice et un invité, et du coup, ils pouvaient se partager un peu le rôle de, on lance un sujet sur scientifique et après, hop, on retourne sur quelque chose de non scientifique, plus abordable pour tout le monde. Mais bien sûr, tout était fait pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et encore une fois, c'est vraiment un exercice assez intéressant. Et cette fois-là, il n'y avait pas de questions-réponses, mais c'était quand même quelque chose d'assez dynamique où on pouvait apprendre beaucoup de choses. Et un autre point qui est assez crucial, en fait, c'est le hall d'exhibition. C'est entre toutes ces salles, il y a ce grand hall où ils disposent des tables, où bon, il y a des poissons aussi, quelques mini-artistes à manger. Et sur chacune de ces tables, donc, il y avait les différentes associations et différentes boîtes pharmaceutiques. Et donc, c'est là que j'ai pu retrouver donc, le scientifique de chez Roche qui parlait des biomarqueurs digitaux. Donc, en fait, ça consiste en des montres qu'on peut porter ou des téléphones. Et du coup, j'étais venu avec tout leur matériel et du coup, on pouvait faire les tests comme ceux qui sont faits par les patients Huntington. Et c'était hyper ludique et c'était vraiment sympa. Au final, on a fini, je suis allé manger avec ce docteur ensemble à la cantine. C'était vraiment sympa. On a pu aussi, avec Inès, discuter avec des gens d'une compagnie pharmaceutique Prilenia, là, qui sont en train d'essayer de faire une demande d'autorisation sur le marché européen et on a pu parler avec eux. Ils ont aussi des projets très intéressants pour essayer d'avoir un accès précoce du médicament en France.
Et donc, dans ce processus-là, il y a les associations qui peuvent aussi soutenir les demandes. Du coup, c'était incroyable de pouvoir comme ça aborder les différents intervenants et se retrouver autour d'un repas, d'un verre, d'un café. C'est vraiment quelque chose de assez incroyable. Et voilà, il y avait aussi un bar. Du coup, moi, j'ai pris une bière avec des gens de chez Novartis pour apprendre voilà comment ils allaient développer le nouveau médicament qu'ils ont racheté chez Pixi. C'est vraiment quelque chose qui est assez unique. Et voilà, je voulais finir. Ça a été déjà mentionné à plusieurs reprises, mais voilà, sachez que pas toutes, quasiment toutes les présentations lors du congrès HDO sont disponibles en vidéo sur YouTube depuis juste quelques jours, 3, 4 jours. Alors, il y a toutes les interventions scientifiques. Du coup, si vous voulez les voir, elles sont toutes présentes. Et par contre, il y a juste les vidéos où je crois, Inès, corrige-moi si j'ai tort, je crois que c'est les témoignages, notamment quand on est, voilà, testé positif, testé négatif. Je crois qu'il y a certaines sessions comme ça où ils ont préféré ne pas enregistrer et mettre sur les réseaux. Bah, en fait, j'étais surprise. Il y en a quelques-unes qui sont diffusées. Ok. Quelques-unes des sessions de témoignages. Donc, vous y avez aussi accès. On vous met le lien dans le chat et puis on va vous l'envoyer de toute façon hein, par email après cette session. Vous recevrez les liens pour retrouver à la fois le lien du site internet de HDO que vous pouvez transmettre aux jeunes autour de vous parce que c'est vraiment des ressources qui sont qualifiées et adaptées. Et aussi, bah, voilà, toutes ces vidéos qui sont hyper intéressantes. Et comme le disait Olivier, avec YouTube, il y a une fonctionnalité qui vous permet de mettre le sous-titre en français. Donc, c'est très pratique. Bah, justement, sur les sous-titres en français, je voulais juste prendre une petite minute pour montrer aux gens, parce qu'on n'est pas tous des experts sur comment ça marche. C'est vrai qu'on peut être impressionné parce que toutes les présentations sont en anglais. Si on n'est pas anglophone, c'est un peu difficile. Mais sachez que sur les vidéos YouTube, en fait, si vous cliquez sur ce bouton-là, CC, il va y avoir les sous-titres qui vont apparaître. Alors là, bien évidemment, les sous-titres, ils apparaissent dans la langue de la vidéo, donc en anglais. Mais si on clique ensuite sur ce petit engrenage, il va y avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, je vous demande de m'excuser, mon ordinateur est en anglais, donc forcément tout apparaît en anglais. Mais pour vous, si vous avez un ordinateur en français, ici vous verrez audio, sous-titres. Et en fait, on peut changer la langue des sous-titres ou même de l'audio. Alors, l'audio, ça va donner une voix robotique, pas très agréable. Donc, peut-être que c'est peut-être plus simple d'avoir la version originale avec les sous-titres en français. Ça, c'est à vous libre de choisir. En fait, il vous suffit de cliquer sur la langue et il va y avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir donc à des sous-titres. Là, forcément, c'est en anglais que ça apparaît. Et donc, il y a cette fonctionnalité de auto-traduction. Et si on clique sur ce bouton-là, on va avoir une liste de toutes les langues qu'on veut. Et il y a la langue française. Et donc là, vous pouvez apprécier que les sous-titres ont été transformés en français de manière automatique. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Si vraiment il y a des présentations scientifiques, voire même des témoignages, je vous invite vraiment à aller à visiter. Alors, bien sûr, il y en a des tonnes hein, de vidéos. Là, c'est 3 jours, même plus de conférences. Le but, c'est pas de toutes les voir, mais vraiment ce qui vous intéresse le plus, s'il y a quelque chose, une question qui vous interroge. Et je voulais finir aussi sur quelque chose qu'on sent déjà depuis quelques mois, où il y a vraiment cet élan d'essayer d'impliquer de plus en plus les jeunes dans la recherche scientifique, parce qu'à l'heure actuelle, vraiment, la plupart des essais cliniques sont effectués chez les personnes qui sont déjà malades ou à des stades un peu plus avancés. Et on voit que maintenant, il y a de plus en plus la possibilité par les boîtes pharmaceutiques de faire des essais cliniques chez des gens un peu plus jeunes qui ont moins de symptômes, mais en fait, l'analyse va être faite sur des biomarqueurs, sur des molécules qui peuvent être quantifiées et donc plus forcément sur des tremblements ou sur des problèmes moteurs. Ça va être d'autres moyens d'analyse. Et du coup, là, forcément, il y a vraiment cette envie d'inciter les plus jeunes à être actifs dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent depuis plusieurs mois et que voilà, je vous invite à vous questionner sur ça et à voir ce qui se fait. Et je crois que pour moi, c'est- Parfait. On peut tout de suite enchaîner avec la vidéo de Nick.
qui Oui. était donc au congrès. Exactement, pour vous donner du contexte, lors du congrès, j'ai rencontré Nick, qui est américain et qui vient de s'installer en France pour apprendre le français. Et donc, on trouvait intéressant du fait que on n'avait pas de jeunes francophones sur place à faire témoigner, malheureusement. On a demandé à Nick de pouvoir témoigner. Et puis, justement, comme il est qu'au début de son apprentissage du français, on l'a fait en anglais. J'ai fait du coup un enregistrement en anglais et que j'ai sous-titré. Enfin, j'ai sous-titré que YouTube a sous-titré en français. Donc, je vais pouvoir vous le partager et pas de jugement sur mon accent, s'il vous plaît. Voilà, je le lance. Yes, so this is it. Hi, Nick. How are you? Hey, I'm good. How are you? I'm good, thank you. So thank you very much to be here with us today. Could you introduce yourself and tell us about your connection to Huntington disease? Yeah, so my name is Nick Harmon. I come from the United States. I just moved here to Paris a few months ago now. I'm going to school here and I'm 26 years old. My father had Huntington's disease. He passed away in 2010 when I was 11 years old. And so I kind of grew up around the disease my whole life. And then my sister was recently diagnosed with juvenile Huntington's disease about 3 years ago now. And I am still currently at risk for HD as I have not tested yet. Okay, so thank you very much, Nick. And about the HDO Congress, how did you find out about the existence of this Congress? Okay, yeah. So I have been to previous HGO events in the United States before. Okay. And so when I saw that they were doing an international one a couple years ago in Scotland, I attended that one. And then, I enjoyed that one so much that when I found that they're going to do another one in Prague, I really wanted to go to that one as well. So. Okay, so and why did you decide to go back in another one? So what was your experience about these few congress? Yeah, so the first one I thought in Scotland just went so well. Meeting people from all over the world that go through the same things that you do is really cool, and just connecting more and learning more is great. And I've been to many Huntington's events in my life, and I think this one is one that just is so different than others. And it's really good for people our age or my age to attend to really get that connection. And so I wanted to go back. Okay, that's great. And what were your expectations for this second Congress? Yeah, so honestly, I was just hoping to connect with more people from everywhere, but more specifically, maybe in Europe, as since I just moved here, I kind of wanted to build on my HD community here and want to make those connections. So. Okay, and that's why we connected, both of us. Yep. What was the experience different between the first and the second time? Yeah, so the experience was different this time as there's going to be new faces, new activities, things like that. Overall, it's a similar structure kind of with how they set it up, but just going about it in a different way. And like I said before, I grew up going to HD events my whole life, but you always gain new things every time you go somewhere and go to a new event. And so, yes, there's some differences that I don't think were too drastic. I think they kept it very similar to the time before, but just doing it in a new way and very good. It's very good. Okay. And who did you meet there? So a lot of people actually. Anytime you get forced to sit at a table, not forced, but you get sit at tables with people you don't know. So you're going like first full day, you're hearing so many different names, and it's hard to keep track of. But it's a good thing. And so I met a lot of great people and got to hear them share their stories with HD. And even though
I understand what they go through. Like everyone's story is different. So that is really cool. And yeah, a lot of good people. Okay. And what do you take away from this Congress? Yeah, so for me, I took away two, I think, big things. One is the sense of belonging and a sense of understanding within the community, because you really feel the connection of being in a room with people who understand what you're going through. And even though, like, everyone there comes from different cultures, languages, backgrounds, everyone's able to come together and form amazing relationships, be there for one another, in a safe place for discussing Huntington's that some people might not get that back at home because there are people that they don't talk about Huntington's at all with their family or in the society, their community. So this is really a place for just everyone to come together. Yeah, I felt the same way. Yeah. Even a bit older than you. And yes, about the people you met there, have you kept in touch with them? Yeah, so I usually always add people on social media, and try to check up on people every now and then. But it's hard sometimes. Life gets busy. But what's nice about this community is that I could call up any single one of them that I haven't spoken to in years, and they would be there for me. And same with me if they called me, and that is a big aspect of it. And so. Yeah, definitely keep in touch with people, and especially with the people that are involved with HDO. They're really special people. So. Okay, great. And as a conclusion, what message would you like to share with the young French-speaking community? Yeah, so honestly, my biggest advice would be to try and attend as many events as possible, especially outside of France, just because you want to get that global community, and really. And it's so big, I think, is just to meet people. I know there's a lot of people that they feel alone back at home and they don't feel like anyone understands them. And you go to an event like this and people really understand you, and you come back from the event and you think, there's hope, there's I have people that care, people that understand. So I think building those relationships, connections with people is so big and so important for when we struggle with a disease like Huntington's, because it sucks. And also, I don't speak French. I am in the process of learning. Not yet. But it is, so I'm very, very beginner. But of course, anyone can contact me for anything, and I'm always here to help. So. Okay, thank you very much, Nick. Thank you a lot. And maybe if there are questions, maybe people will ask you. So thank you. Perfect. All right, thank you. Donc, j'espère que vous avez pu suivre parce que les sous-titres vont quand même assez vite. Mais malheureusement, Nick n'est pas avec nous ce soir parce qu'il a été retenu en cours. Ceci dit, comme vous l'avez entendu, il est très ouvert à être en contact avec les jeunes francophones. Donc, ne pas hésiter à contacter nos associations respectives et on fera le lien. Merci Inès. Pour la dernière partie, et avant de passer aux questions, Olivier, si tu veux bien parler de l'EHA en une ou deux Oui, phrases, oui, je vais tracer, je vais on tracer, va je avoir le temps de vais, se je vais poser des tracer. Je questions. vais parler plus particulièrement d'un projet en fait qu'on mène pour le moment avec le HA qui s'appelle la Huntington Academy. Euh, donc, la Huntington Academy, c'est un projet, donc, comme je le disais, qu'on est en train de mener depuis 2 ans maintenant avec l'association européenne, le HA, avec l'association bulgare et avec l'association Huntington espagnole. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent dans ce projet? On a eu énormément de réunions, on s'est vu beaucoup de fois. C'est un projet qui est soutenu par de l'argent européen. C'est Erasmus qui fait ça. Donc, si vous êtes dans des associations en France, il y a de l'argent pour vous aussi. Si vous avez des projets pédagogiques, n'hésitez pas, parce que c'est pris sur vos impôts. Donc, si vous voulez lancer des projets avec des autres associations dans d'autres pays, allez-y, c'est vraiment super.
Ce qu'on va proposer dans cette Huntington Academy, ça va être une plateforme en ligne qui sera accessible à tout le monde, donc qui sera en licence ouverte aussi, et qui permettra de s'enregistrer et de suivre un parcours en e-learning. Pour créer tout ce contenu, en fait, on a un panel de consultants de 32 personnes à travers l'Europe, donc énormément de professionnels et aussi de membres de famille. Donc tout ça ensuite a été synthétisé et on l'a ensuite intégré avec bien sûr toute la rigueur qu'on doit exercer à ce niveau-là pour que tout soit correct. Ici, on a tout le processus donc, que vous voyez assez ici rapidement, donc avec les scripts d'interview, la façon dont on a interviewé les personnes, tout le contenu qui a été ensuite synthétisé et ensuite qu'on a intégré sur la plateforme. Il y aura différents modules sur cette plateforme. Les deux premiers qui vont être lancés, ça sera un module sur ce qu'est la maladie d'Huntington, donc HD Basics, et un cours aussi qui sera un module de cours qui sera plutôt axé sur tout ce qui traite de la neurologie et de la maladie d'Huntington. Le grand lancement de cette plateforme aura lieu le 28 mai. Il y a un webinaire qui est prévu. On vous enverra aussi le lien. C'est en anglais, mais il y a la possibilité d'avoir le sous-titrage, si je ne m'abuse. Et donc, allez-y, parce que ça vaut vraiment la peine. Et la plateforme, de toute façon, sera accessible dans les 4 langues du projet, c'est-à-dire en espagnol, en français, en anglais et en bulgare. Voilà, j'essaie de faire court parce que je sens qu'on est un petit peu à la bourre. Je vous montre encore un dernier truc. Promis, après j'arrête. C'est juste la plateforme en ligne. Donc voilà, ça c'est la plateforme d'apprentissage en ligne. Et donc il y aura des vidéos explicatives aussi pour chaque cours. Et je vous montre encore une dernière chose. Mon ordinateur ne rentre pas trop. Donc ça sera la page principale avec donc tous les différents cours. Donc on voit qu'il y a tout ce qui est, il y a des cours de communication, des cours donc neurologie, de psychologie, pour les physiothérapeutes, pour les logopèdes, donc les orthophonistes en France, tout ce qui est aussi le, le soin dentaire et la nutrition. Voilà, j'ai essayé de faire. C'est parfait. Merci beaucoup. Très bien. Bah écoutez, c'est le temps de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop, je vais remettre en galerie. Tout à l'heure, il y a eu une question dans le chat. Est-ce que les présentations seront accessibles du coup via la diffusion de cette vidéo-là, déjà? Bonjour, moi j'ai une petite question à poser. Allez-y, allez-y. Donc, je suis au soleil. Merci à tous. Moi je me présente, Alexa, j'ai 30 ans. Mon papa est atteint d'Huntington et mon petit frère de 25 ans aussi. Moi j'ai décidé de faire le test hier. Donc je suis en attente de mes résultats. J'ai ma grande sœur qui était dans le call aussi il n'y a pas longtemps. On est une famille franco-américaine. J'habite en Allemagne actuellement. Je me demandais quand sera la prochaine conférence internationale. Oui, alors il y a pour ce qui concerne HDO, donc vraiment pour ta tranche d'âge, c'est dans 2 ans en fait, ils en font tous les 2 ans, donc ce sera en 2027 et on n'a pas encore plus d'infos pour le moment. Et il va y avoir un congrès là en septembre de l'EHA, donc l'association européenne, qui se déroulera à Bucarest du 26 au... c'est ça, alors attendez, j'ai comme un petit doute. Olivier, aide-moi. C'est du 26, c'est ça? Du 26 au 28? Non, ça fait pas 4 jours ça. Si, ça fait 4 jours. On t'entend pas, Olivier. Du 25 au 28. 25 au 28, voilà. Donc du 25 au 28 septembre, c'est à Bucarest. C'est 4 jours et c'est assez, dans le format, ça va être assez similaire à HDO dans le sens où le but premier, c'est de parler des malades, du soutien aux malades et à leur entourage avec des aspects scientifiques. Donc c'est vraiment grand public, j'ai envie de dire,
contrairement au congrès qu'il y a eu en septembre dernier, qui était EHDN, qui était très scientifique et à vrai dire, pour ma part, j'ai vraiment eu du mal à suivre, même si ça reste toujours intéressant. Mais en tout cas, oui, on pourra envoyer le lien aussi du congrès EHA qui arrive bientôt et qui se déroulera à Bucarest. Il est dans le chat. Super. Et je voudrais rebondir sur ça. J'avais participé au congrès IHA qui s'est passé en Belgique il y a 2 ans. Et c'est vraiment, voilà, un peu comme HDO, vraiment orienté pour les familles, les parents, pour aussi pour les plus jeunes. Mais voilà, ça essaye vraiment de capturer l'ensemble, le global des familles affectées. Et il y a des présentations scientifiques, il y a les boîtes pharmaceutiques qui viennent aussi, qui essayent de vulgariser. Donc c'est vraiment très, très, très similaire. Et je voulais préciser aussi que ça, c'est la prochaine conférence internationale, mais il y a aussi une prochaine conférence nationale. Il y aura la journée Huntington en France qui sera au mois de décembre. Je ne me souviens plus de la date, donc ça, le 5 décembre à Paris. Du coup, là, c'est à plus petite échelle, ça sera juste sur une journée, mais ce sera pareil. Il y aura des intervenants scientifiques, il y aura des intervenants associatifs, il y aura des intervenants plutôt gouvernementaux pour des prises en charge. Donc, ça essaye de refaire un peu la même chose que, voilà, le niveau international en beaucoup plus petit. Mais c'est aussi une très bonne opportunité pour venir rencontrer des gens et discuter. Et on communique en fait sur tous ces congrès, notamment le français, c'est l'association Huntington France qui communique sur ces événements via la newsletter et sur les réseaux sociaux. Et puis la Ligue belge fait la même chose aussi pour les événements belges. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ou à vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Top. Merci beaucoup. Et une autre petite question, comment on peut avoir le contact de Nick? Parce que mon petit frère habite à Paris, il est Yes. atteint, il parle principalement anglais. Mon petit frère aussi galère un peu avec le français, donc je me suis dit que ça peut être un contact assez sympa. Oui, on peut se mettre en contact. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon adresse mail dans le chat. Ouais, super. On peut se mettre en contact et voilà, comme ça, je ferai le lien. Super. Merci, Inès. Il y avait aussi quelque chose que je voulais rajouter, donc c'est vis-à-vis des congrès internationaux. Malheureusement, ils sont en anglais, donc pour la plupart des francophones qui maîtrisent pas l'anglais, c'est assez difficile de participer. Néanmoins, pour ceux qui sont un peu anglophones et qui arrivent à se débrouiller, c'est vrai qu'aussi le deuxième problème, c'est la distance et les frais. C'est Bucarest, c'est quand même une certaine distance, là c'était à Prague. Et donc ça a été mentionné un peu plus tôt, mais l'association Huntington France prévoit de mettre en place des bourses pour essayer d'inciter les plus jeunes à voyager un peu, à rencontrer. Alors bien sûr, il faudra pouvoir maîtriser l'anglais, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place. C'est pas encore fait du tout. Ça va peut-être prendre un peu de temps pour voir comment on structure ça, mais vraiment, on a envie d'inciter les plus jeunes et même les moins jeunes à aller à des congrès, à rencontrer des gens. Et HDYO propose aussi des bourses. Tout à fait. Super, merci. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Ok, je me présente vite fait. Je suis bientôt diplômée en neuropsychologie et je fais mon stage avec une population Huntington, mais très avancée. Donc, du coup, je me suis beaucoup approfondie dans la littérature et je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà eu des congrès ou des reunions based on les opinions de neuropsy ou les prises en charge de neuropsy de la maladie? Ou est-ce que sur la plateforme, potentiellement, plus tard, il pourrait y avoir aussi une section pour la neuropsychologie et l'importance de commencer tôt, la stimulation cognitive et tout ça pour le but de préserver euh, un peu, comme on dit, ou retarder un peu plus l'évolution des symptômes cognitifs et essayer de préserver un peu plus l'autonomie et tout ça. Moi, je me dirige vers Hubert forcément parce que j'ai Ouais, pas de réponse à cette question. Je sais pas si euh, Hubert ou si on j'essaie de peut. réfléchir. Je pense pas qu'on ait jamais consacré vraiment un événement dédié qu'à ça. Par Ok. contre, je pense qu'il y a déjà dû avoir dans le passé, par exemple lors d'assemblées générales ou de journées sur la maladie Huntington, un représentant qui est venu et qui a dû parler de ça lors d'une session de, voilà, de 20 à 30 minutes. Euh, mais là, j'ai rien qui me vient en tête. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est encore, ouais, bien développé et pourrait être mis là.
D'accord, alors, merci. Alors, le coup, peut-être de contacter l'association européenne qui, elle, a peut-être de l'info là-dessus. Donc, le achat sur leur site, il doit y avoir un endroit pour les contacter. Peut-être qu'ils pourront vous diriger. Ouais, non, là, moi, je sèche. Je me demande si Philippa de l'EHA a pas justement une formation de neuropsy, donc elle fait partie du conseil d'administration de l'EHA. Du Mm. coup, je pense que ça doit être quelque chose qu'ils ont forcément dans les rails et qui va être probablement intégré dans Huntington Academy. Et allez voir sur les différents canaux YouTube aussi, de l'EHA, de la Ligue Huntington et de HDYO. Ça a certainement été déjà abordé dans d'autres colloques et il y a sûrement des captations sur ce sujet-là. Ok, alors, merci beaucoup. Merci. Y a-t-il une dernière question? Moi, c'est la première fois que je vois des personnes qui sont, je pense, certains malades comme moi. Alors moi, je suis Aurore, donc voilà, je vis sur Annecy. Et bon, peut-être que il y en a, tout le monde n'est pas malade. Je sais pas qui est malade. Voilà, moi, j'ai 46 ans. Et voilà, malheureusement, ma maman est atteinte, ma sœur aussi. Et je commence à avoir des symptômes, mais voilà, pas beaucoup. Et ouais, c'est très, très compliqué. Bien sûr, ouais, on le sait et c'est pour ça aussi que pour nous, c'est important de faire des événements comme ça pour qu'on se sente moins seul et puis aussi pour vous dire que les associations sont là pour vous. En fait, les associations sont là pour soutenir les malades et leur entourage. On a une association nationale en France, mais aussi des antennes locales. Donc, vous pouvez voir sur le site de l'association Huntington France l'antenne locale et prendre contact avec l'antenne locale. On fait aussi des groupes de parole en ligne. Donc là, la distance géographique a moins d'importance. Oui. Euh, il y a aussi une aide psychologique et un travailleur social qui sont accessibles via l'association Huntington France. Donc on est vraiment là pour vous, pour tous les malades, et c'est vraiment notre objectif de se réunir, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, peu importe. Et donc, voilà, n'hésitez pas voilà, prendre cette aide-là parce qu'elle existe et elle est vraiment faite pour vous. Mm. Et je rebondis sur ce que tu dis, Inès, il y a tous les mois des groupes de parole qui sont organisés ouais, par l'association Je ne Huntington France. savais pas, moi. Ouais. Et Bon, du après, coup, enfin, moi j'en fais partie ouais, et j'en vois certains dans ce Zoom également et on se voit tous les mois. Bon, si on loupe un mois, c'est pas grave, mais voilà, on peut parler de plein de sujets et échanger. il faut cotiser, donc enfin, je sais pas comment ça marche. Alors, ça marche. Faut cotiser à l'association parce que moi, je cotise pas pour l'instant. J'ai pas de. Non, je Euh, ne crois pas que ce soit obligatoire. Je pense que c'est ouvert à tout le monde. Ouais, d'accord. Voilà. Je pense pas Et qu'il vous y ait pouvez aussi d'obligation. cotiser à l'association si vous voulez. Ouais. Oui, oui, oui. D'accord. Après, il me semble aussi que du côté de Grenoble, il va y avoir, alors ça fait, je pense, quand même une bonne heure et demie de route, hein, je pense, pour vous. Oui, ouais, ouais, je suis suivie à Grenoble d'ailleurs par la Ok. professeure de Il me yoga. semble qu'il va y avoir un événement organisé là-bas durant une après-midi Oui, ouais, mais c'est au un mois jour. de juin. Ouais, c'est un jour où je travaille, alors c'est compliqué. Ouais, ouais. Mais j'ai vu, j'ai vu. Ok. Après, par rapport aux attentes des malades, je trouve que quand on va régulièrement, enfin régulièrement, une fois par an, voir le professeur pour faire un bilan, pour refaire des examens, pour voir un petit peu la maladie si elle avance ou si, voilà, plus ou moins rapidement, on va dire, on a toujours un petit peu l'impression qu'on n'a pas forcément trop d'éléments de réponse dans le sens de la recherche, dans le sens de on se dirige vers quoi? Est-ce qu'ils essayent de trouver un traitement qui va pallier au problème? Est-ce qu'ils arrivent un petit peu à développer plutôt directement au début pour éviter que la maladie se déclenche et se déclare? Bon, après, je suis pas très scientifique, je comprends pas tout non plus moi. Mais est-ce qu'il y a déjà plusieurs pistes qui fait qu'on va dire ça pourrait être porteur d'espoir d'ici 5, 10 ans, par exemple? Est-ce que là-dessus, on a un petit peu laissé un petit peu à nous-mêmes, j'ai envie de dire, on ne sait pas trop où ça va, et est-ce qu'on a peut-être des choses qui peuvent nous être expliquées un peu mieux par rapport à ça ou pas?
Alors pour ça, j'aimerais vous renvoyer vers le webinaire qu'on avait organisé l'année dernière après le congrès de Strasbourg. Je ne sais pas si vous aviez pu y participer. Mais la vidéo est disponible online, donc c'est quelque chose qu'on pourrait vous renvoyer. Où D'accord. durant cette présentation, j'avais fait un résumé de tous les essais cliniques, on va dire les plus développés, parce que pas, il y en a beaucoup trop, mais en tout cas tous les plus avancés, voir un peu où c'est qu'ils en étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, et en gros, voilà, quels étaient les avantages et les inconvénients de tout. Il faut savoir, oui, qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement. Il y en a certains qui vont agir sur les symptômes, mais il n'y a aucun traitement qui va bloquer la maladie ou ne serait-ce que la ralentir. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il y a une compagnie qui a fait une demande de mise sur le marché d'un premier traitement qui viserait à ralentir certains symptômes, pas tous. Le médicament, il n'a pas été encore approuvé et c'est pas certain. Le dossier, il n'est pas très costaud pour que ce soit approuvé. Du coup, on va voir. Mais là récemment, il y a PTC Thérapeutique qui ont un médicament en phase 2. Ils viennent juste de publier les résultats il y a moins d'un mois. Les résultats sont positifs. Du coup, ça veut dire que maintenant, ils vont passer en phase 3. C'est une phase clinique qui dure quelques années où ils vont tester des milliers de personnes cette fois, en tout cas plusieurs centaines. Et en fait, le médicament a été racheté par une Big Pharma, par Novartis. Donc, quand il y a une Big Pharma qui décide de racheter un médicament à un concurrent, c'est que c'est plutôt bon signe. C'est pas non plus garant de, voilà, de succès. Et celui-là, le médicament, viserait vraiment à ralentir la maladie d'Huntington. D'accord. Après, les résultats qu'ils ont montrés là, donc c'est vraiment des résultats très préliminaires, ils sont pas très renforcés. Ils ont montré que ça marche mieux chez les gens qui ont très peu de symptômes que chez les gens qui sont en phase plus avancée. On pourrait se dire c'est quelque chose d'assez logique. Bon, si on pense par exemple à d'autres personnes qui souffrent d'un cancer, on comprend tout de suite que quand on a un stade très avancé, c'est plus difficile à traiter que si on est au tout début du cancer. On peut imaginer que pour la maladie d'Huntington, c'est un peu la même chose. Si les symptômes sont pas trop installés, la maladie n'a pas trop progressé, c'est un peu plus facile à la ralentir, à bloquer l'avancement que si on a un stade un peu plus tard. Et tout ça, ça va être reconfirmé dans la nouvelle phase d'essais cliniques qui vont débuter d'ici quelques mois. Et D'accord. après, il y a d'autres essais cliniques, mais là, après, j'aurais besoin d'une heure ou deux pour en parler un peu plus en détail. Bien Mais je sûr. vous invite à revoir cette vidéo qu'on avait fait sur le webinaire, sur le congrès de Strasbourg. Je crois qu'on l'avait fait au mois D'accord. d'octobre, novembre l'année dernière. Parce que donc, de 2024 à 2025, ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas eu vraiment une réelle voilà, Voilà, en six succès mois, sur ben, la c'est vrai que recherche. les essais cliniques, ils prennent à peu près 2 ans. Donc en D'accord. 6 mois, on a fait un quart de l'essai clinique. Et ça, c'est juste une phase de l'essai clinique. Généralement, il y en a 3. Donc ça prend à peu près une dizaine d'années entre le début des Ok. essais cliniques et la fin et qu'on puisse espérer avoir le médicament. Ok. Donc là, il y en a certains qui commencent déjà à rentrer dans les dernières phases. Donc là, on peut estimer 4 à 5 ans s'il marche, si c'est positif. Ok. Et même si jamais il marchait quand même mieux sur des jeunes sujets que des patients qui sont atteints plus fortement, dans tous les cas, ça serait quand même bon à prendre parce que c'est quand même mieux que des médicaments qu'on traiterait. Ouais. Comme on va dire, on sait qu'il y a les mouvements, ben peut-être qu'on va prendre des choses comme le Parkinson. Enfin, vous voyez, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un combiné de plusieurs médicaments. Et je suis étonné qu'on n'arrive pas encore à trouver un médicament qui fait que ça soigne un peu l'ensemble de maladies de Huntington, au moins pour soulager les effets secondaires de la maladie actuellement, quoi. C'est ça, je trouve bizarre, moi. C'est pour travailler dedans, pour travailler. Donc là, à l'heure actuelle, moi, je travaille dans une boîte pharmaceutique pour la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. On se casse les dents. C'est Ouais, tellement compliqué. C'est tellement, et j'avoue, quand j'ai commencé, moi, ma carrière, maintenant 15 ans, je me disais, ah, très vite, il va y avoir un traitement, quelque chose. Et non, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et c'est tellement difficile. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je crois, il y a 4 ans, il y avait un essai clinique de la compagnie Roche. C'était extrêmement prometteur. Tout le monde y croyait. Et ils ont dû l'interrompre parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que le médicament était plus toxique que bénéfique. Donc, ils ont dû l'interrompre en plein milieu. Ça a été un coup de massue et personne s'y attendait trop. Donc, c'est les aléas de la science. Il y a des choses qu'on comprend encore pas du tout. Et ouais, c'est très frustrant. Très, très frustrant. Toutes les maladies neurodégénératives, type Alzheimer, Parkinson et Huntington, sont très mal loties en termes de traitement. Et d'accord.
vous ai mis dans le chat et encore une fois, on note tous ces liens qui vous intéressent pour pouvoir vous les mettre dans le mail de remerciement. Je vous ai mis le lien du webinaire qui était animé par Hubert en fin 2024 qui explique vraiment tous ces éléments-là, à la fois sur la maladie et sur l'avancée de la recherche. On vous a mis aussi les liens de HD Buzz. Donc HD Buzz, c'est là où ils recensent, ils font des articles sur toutes les avancées. Alors, c'est assez scientifique, hein. Moi, de mon point de vue, c'est un peu trop pour moi. Je préfère quand Hubert nous présente tout ça de manière résumée. Mais si vous êtes plus scientifique que moi, en tout cas, ça peut vous intéresser. Et Olivier disait que la section française était peut-être un peu moins mise à jour. Donc, n'hésitez pas à aller sur la partie anglaise. Et de faire la traduction en français. Maintenant, on a plein d'outils qui existent pour ça. Et si ça peut vous donner, voilà, voilà, pour finir sur une note positive, des deux congrès auxquels j'ai assisté là depuis septembre, ce que disent les gens qui vont dans ces congrès depuis des années, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de recherche et de labos pharmaceutiques et voilà, de scientifiques qui travaillent sur cette maladie. Donc c'est très positif, ça donne beaucoup d'espoir. Et c'est grâce à ça qu'on arrivera à des traitements ou en tout cas d'améliorer la condition des malades dans un premier temps en espérant pouvoir traiter le plus rapidement possible. Je vais me permettre juste de prendre la parole je suis Stéphane, donc je suis trésorier de l'association et concerné avec une de mes filles par la maladie. L'accès à tout ce qu'on vous a décrit à l'instant, c'est-à-dire l'assistance sociale, la psychologue, les groupes de parole, qui soient à distance ou en présentiel, tout ça est complètement gratuit. Ça n'implique absolument pas d'être adhérent à l'association. Par contre, si vous adhérez à l'association, c'est très bien parce que plus on est nombreux vis-à-vis notamment des pouvoirs publics, plus on représente un poids, notamment au niveau du ministère de la Santé, par exemple. Voilà. Et je voulais juste rajouter aussi, c'est qu'on diffuse un magazine où on fait un petit peu le résumé aussi, on va dire tous les 6 mois des avancées scientifiques. Je m'occupe d'écrire l'article et ce magazine est envoyé, je crois, uniquement aux adhérents. Là, par contre, Absolument. parce qu'on n'a que les adresses des adhérents. Et encore une fois aussi, à la fin de l'année, il y aura la journée nationale à Paris, si vous avez l'occasion de venir. Je crois qu'il y aura une session pour faire un résumé de toutes les avancées cliniques. Donc, à chaque fois, on demande à un intervenant de venir et de faire le point un peu des avancées. Et cette année aussi, lors de l'AG qu'on a eu il y a 2 mois, là, au mois de mars, de l'association, on a fait venir quelqu'un pour faire un résumé. Alors, c'est vrai que si vous commencez dans le milieu, c'est un peu vertigineux au début, c'est beaucoup d'informations et ça prend du temps de se familiariser avec tout ça et au bout d'un moment, ça va le faire. Je vais rajouter pour Aurore et Guillaume, vous avez dit que vous habitiez du côté d'Annecy, c'est ça? Oui, tout à Oui, fait. donc nous avons une personne, Véronique, qui Oui, est la représentante de l'association et qui habite aussi à Annecy. Donc, n'hésitez pas à la contacter, Véronique Golfier. ouais, ok. Elle pourra répondre à beaucoup de vos questions. D'accord. Oui, oui, elle est super. Ouais, Et après, c'est peut-être une question bête, mais est-ce que chaque pays font leurs propres recherches et puis ils sont un petit peu dans leur couloir à eux, ou est-ce qu'ils associent, ils se transmettent les informations et les découvertes qu'ils arrivent à faire et les uns les autres pour faire aussi d'être plus forts ou pas, ou comment ça marche en général quand c'est comme ça, quand on cherche des traitements à une maladie et plusieurs Alors, pays. généralement, ouais, il y a plusieurs phases. Et on va dire, au tout début, ils vont travailler plutôt dans leur coin jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose de un petit peu intéressant. Et après, ils vont partager ces résultats. Là, il va naître des collaborations. Et donc, c'est notamment pour ça qu'il y a Enroll HD qui existe, qui était la conférence de l'année dernière, c'est en fait un tissu, un network de professionnels qui travaillent sur Huntington et notamment de chercheurs et qui essayent de trouver des synergies entre tout ce qu'ils font et ils créent des groupes de travail. Ils ont vraiment beaucoup de groupes de travail sur les biomarqueurs, sur les thérapies géniques, sur plein d'aspects différents. Et ils travaillent vraiment tous ensemble et c'est vraiment au niveau mondial. Alors après, forcément, on a tendance à préférer travailler avec son voisin d'à côté, donc les Français avec les Allemands, Italiens, les Américains avec les Canadiens. Là, c'est plus d'un point de vue logistique, mais c'est quand même un point de vue mondial. Vraiment, tout le monde travaille ensemble jusqu'au moment où il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et là, ça va attirer les oreilles d'un groupe pharmaceutique qui va se dire,
là, il y a vraiment quelque chose où potentiellement je peux développer un médicament. Et là, après, ça part dans une industrie. Et là, par contre, c'est plutôt la compétition entre les boîtes pharma, c'est chacun dans son coin pour développer le médicament. D'accord. En théorie, j'imagine qu'après, c'est diffusé lorsqu'il y a un médicament qui est probant. C'est pas par exemple, on va dire les Canadiens et les Américains vont trouver le bon médicament qui marche bien. J'imagine que tout de suite derrière, il est proposé pour les autres pays où il peut avoir un temps de retardement aussi par rapport à où il sort le médicament. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, oui, il va y avoir, en fait, là, ça va dépendre des agences du médicament. Il y a des agences gouvernementales qui sont là pour réguler le médicament, c'est l'industrie la plus contrôlée, et du coup, ils veulent vérifier avant que le médicament soit mis sur le marché qu'il marche, qu'il n'a pas d'effet toxique. Et du coup, l'agence aux États-Unis, c'est la FDA, en France, c'est l'EMA, et du coup, elles vont analyser séparément. Et du coup, il arrive des fois qu'il y ait des médicaments qui sont disponibles d'abord aux États-Unis, et puis ça prend quelques semaines, quelques mois avant d'arriver en Europe. Des fois, c'est l'inverse. Du coup, là, c'est un peu je sais pas exactement comment ça marche. Et après, il y a un troisième relais, c'est au niveau national. Parce que quand bien même un médicament va être approuvé au niveau européen, après, quand bien même il est disponible en France, il n'est pas remboursé. Du coup, ça prend encore un peu de temps avant qu'il y ait des négociations avec les agences du médicament pour savoir à quelle hauteur il est remboursé. Et durant toute cette période-là, c'est très difficile de se procurer le médicament. Et du moment qu'il est remboursé, là, par contre, il devient accessible. Ah, ok. Du coup, là, c'est vraiment toute l'administration. Généralement, ça va quand même relativement vite, hein. On parle de moins d'une année quand il y a un médicament qui est trouvé d'un côté ou de l'autre, qui soit accessible partout dans le monde. Entendu. Bah, merci pour ces éclaircissements. C'est Je vous en gentil. prie. Merci tout le monde pour toutes ces questions. On va devoir conclure cette réunion. Donc pour résumer et pour conclure, je vous incite à rejoindre soit les assos nationales, soit européennes, soit à vous rendre, enfin, soit et en fait, et vous rendre dans les congrès, hein, qu'ils soient nationaux ou européens ou internationaux, parce que voilà, on y rencontre des gens, on peut poser ses questions, avoir plein de réponses, et aussi rencontrer des gens qui vivent les mêmes choses, des choses différentes, et c'est toujours hyper enrichissant. Donc voilà, merci à tous de votre présence, et puis on reste en contact et on vous envoie un mail avec les différents liens dont on a parlé. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au Bonne revoir. soirée. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir.